Et on poursuit avec vous, Régis Le Sommier. Nous sommes ravis de vous retrouver. Encore plus que d'habitude parce qu'on a cru qu'on ne vous verrait jamais. Mais c'est bon, Je suis vous là. êtes là. Et on va parler, heureusement qu'on est avec vous parce qu'on va parler de Macron et d'Ukraine. Une fois n'est pas coutume. Il s'est entretenu longuement avec Zelensky hier. Mhm. Il ne démord pas sur l'idée d'envoyer des troupes en Ukraine. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui, alors je me suis interrogé sur cette. C'est un édito que j'ai appelé Macron l'obstiné. L'obstiné, pourquoi? Parce que quand on regarde en arrière, je suis remonté moi, jusqu'au lundi 26 février 2024, où Emmanuel Macron s'exprimait au cours d'une conférence de soutien à l'Ukraine. Alors on n'en était pas encore à la coalition des volontaires, mais on en prenait lentement le chemin. Et Emmanuel Macron, à l'époque, disait: il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer en Ukraine de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Les gens qui disent jamais, jamais, aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais, jamais des tanks, des avions, des missiles à longue portée il y a 2 ans. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, des gens autour de cette table, sous-entendu les autres premiers ministres et présidents, proposaient à l'Ukraine des sacs de couchage et des casques. Alors à cette époque-là, évidemment, ça avait fait un pataquès. Immédiatement à la sortie de la réunion, Mark Rutte, qui était à l'époque Premier ministre néerlandais, qui deviendra le secrétaire général de l'OTAN, donc pas quelqu'un qui est farouche dans, on va dire, son souhait de frapper la Russie, avait complètement exclu cette hypothèse. Le chancelier allemand Olaf Scholz, même chose. La Pologne, la Suède, l'Autriche, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne. En fait, il n'y avait que Emmanuel Macron qui souhaitait envoyer des troupes, mais bon, il avait lâché ça. Alors, je me suis souvenu aussi que et ça c'était le journal Le Monde qui nous avait révélé ça, quelques jours plus tôt, devant une poignée d'invités réunis à l'Élysée, il avait dit: de toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. Donc, voilà donc le chef de l'État qui est passé, on s'en souvient à une époque, au moment où il était au téléphone avec Vladimir Poutine, qu'il essayait de négocier au début, il disait surtout ne pas humilier la Russie. Et le voilà qui est passé à la suggestion d'envoi de troupes en soutien à Kiev. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit l'origine de cette mutation, c'est d'abord, donc, ce que j'ai dit, le peu de consensus que cette idée d'Emmanuel Macron, qui va devenir une obsession, recueille chez les alliés. Alors, autant dire que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis n'a rien fait pour donner du poids à ce projet, au contraire, mais que cela n'a nullement empêché notre président de réitérer cette proposition de nombreuses fois. Alors, la question qu'on peut se poser par rapport à Emmanuel Macron, quand on sait la crise politique qui s'annonce cette semaine et le puissant fond de cette dissolution ratée qui n'a toujours pas amené de majorité, c'est justement comment se fait-il qu'un Emmanuel Macron s'entête de la sorte à potentiellement engager notre pays dans une guerre, lorsqu'on sait que à de nombreuses reprises, les Russes ont rappelé via, alors je les cite, Sergei Lavrov, Piotr Tolstoï, Dmitri Medvedev et même Vladimir Poutine il y a 2 jours, que la moindre présence de troupes étrangères, surtout venant d'un ou de plusieurs pays de l'OTAN, provoquerait immédiatement une riposte et que ces troupes, dixit Vladimir Poutine, seraient des cibles légitimes. Alors, certes, il s'agit de la part de la France, d'une pensée noble qui est, on s'en doute, montre à l'Ukraine et à son leader, Volodymyr Zelensky, dont Macron est proche. Vous avez rappelé qu'ils sont encore vus hier, ils n'arrêtent pas de se voir. Hein. Toutes les semaines, il y a un truc, on voit les photos l'autre jour à l'Élysée, ils sont en train de rigoler, etc., etc. Mais ça montre effectivement qu'on ne laisse pas tomber l'Ukraine. Mais à l'heure où la négociation, même si elle s'avère difficile, est évoquée, qu'elle est peut-être possible, euh, ou à une heure où on consiste à parler de paix ou de cessez-le-feu, en proposant à quoi ça signifie, qu'est-ce que ça signifie euh, par rapport à une initiative qui, pour les Russes, est précisément un obstacle à toute forme de paix et de négociation. C'est-à-dire, Emmanuel Macron dit: on enverra des troupes quand il y aura la paix, donc après la négociation, en disant j'envoie des troupes, mais l'envoi des troupes lui-même fait qu'il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de paix pour les Russes. Alors enfin, et ce n'est pas nouveau depuis le début du conflit,
Cet envoi de matériel militaire, cet envoi de missiles, etc., n'a été discuté qu'une seule fois au Parlement en 3 ans et de manière non contraignante pour l'exécutif. Et on peut se poser la question de comment un président qui, sur cette question, tous les sondages le montrent, n'a pas le soutien de l'opinion, il ne dispose d'aucune majorité présidentielle, il n'a proposé aucun débat véritable, et dont le gouvernement est menacé d'être renversé, il n'a pas non plus de mandat de l'OTAN. Comment est-ce qu'il peut décider du déploiement d'une force militaire en Ukraine? On peut se demander aussi si cela a lieu, qui pourra bien voter un budget pour une telle opération. Alors, est-ce à dire qu'il envisage une crise ou que l'entrée en guerre de la France pourrait se faire en utilisant, vous savez, le fameux article 16 de la Constitution de 1958, celui qui, en période de crise, permet de donner des pouvoirs étendus, d'ordinaire exclus au président de la République? On ose le penser. On se souvient qu'au début de la guerre, le président n'a pas hésité à utiliser ce conflit. Donc il avait utilisé, et en particulier les tractations qu'il était censé mener entre Poutine et Zelensky à l'époque, pour éviter d'avoir à faire campagne contre Marine Le Pen. Il se contentait de publier à l'époque des vidéos de l'Élysée, où on pouvait le voir en chef de guerre, en train de gérer les affaires du monde. Cette fois-ci, Emmanuel Macron est au bord du vide. Le pays prend l'eau à tous les niveaux, et sa présence à la tête de l'État, surtout depuis qu'il a prononcé la dissolution, et n'a pu obtenir de majorité cohérente, est grandement contestée. C'est aussi pour cela qu'un tel jusqu'au-boutisme sur cette guerre en Ukraine, qui certes a lieu sur le continent européen, mais ne concerne les Français que de loin, paraît absurde. La dernière réunion donc des alliés de l'Ukraine, la fameuse coalition des volontaires, formée le 2 mars dernier lors du sommet à Londres, a vu Emmanuel Macron réitérer ce souhait d'envoyer des troupes. En réponse, une nouvelle fois, les Russes ont répondu à un niet catégorique, laissant planer le doute sur où va notre président, et sur une guerre qui est devenue, pour lui, presque comme une réalité parallèle. Merci pour cet édito Régis Le Sommier. On enchaîne tout de suite avec les questions. Quand vous nous dites que les propos d'Emmanuel Macron pourraient apparaître comme une offense auprès des Russes, d'un autre côté, on imagine que Vladimir Poutine commence à être assez habitué aux déclarations d'Emmanuel Macron qui souvent ne sont pas suivies des faits et à ces espèces de coups de com'. Oui, vous savez, il y a un verbe qui est apparu pendant cette guerre dans le lexique chez les Russes comme chez les Ukrainiens. Il n'a pas tout à fait la même signification, c'est le terme macroner. Et le terme macroner chez les Russes, justement, ça veut dire ne pas tenir ses promesses. Ça veut dire aussi un peu la même chose chez les Ukrainiens, c'est-à-dire de dire on est avec vous, et puis le lendemain... le terme macroner chez les Ukrainiens, c'était plutôt quand il avait un double discours. Au début, quand il parlait à Poutine, il avait un discours en disant « ça y est, j'ai réussi à le convaincre ». Il est d'accord avec moi, et il allait voir Zelensky et disait totalement autre chose. Donc le problème, il est là, c'est cette inconstance, on va dire, ce en même temps à tous les niveaux en diplomatie. Alors, sauf effectivement sur les troupes, mais on sait très bien que les troupes, donc d'abord, c'est l'hypothèse, c'est une force qu'on appelle une force de réassurance. Ces troupes ne sont pas amenées à combattre en première ligne, mais à être à l'arrière. Donc on se demande d'ailleurs à quoi elles vont servir. Alors on nous dit, oui, elles vont servir à former les troupes ukrainiennes. Mais les troupes ukrainiennes, au bout de 3 ans et demi de guerre, n'ont pas vraiment besoin d'être formées. C'est plutôt elles qui pourraient former les troupes françaises sur les conflits de haute intensité aujourd'hui. On est face à des gens qui se battent tous les jours dans les tranchées avec des drones, dans des conditions que jamais aucune armée au monde n'a vécues, si ce n'est l'armée russe et l'armée ukrainienne. Donc la question, elle est vraiment fondamentale, et pourquoi, et on ne comprend toujours pas vraiment fondamentalement pourquoi cette obsession à l'idée d'envoyer nos troupes, quelles qu'elles soient, sous quelque format que ce soit, quand visiblement, on ne le lui demande pas. D'ailleurs, même Volodymyr Zelensky, à un moment, sentant que son ami Emmanuel Macron était en difficulté, avait volé à son secours en disant non, pour le moment, on n'a pas besoin de troupes. On n'a pas besoin de troupes françaises. Donc, même Zelensky l'avait dit. Et alors, Régis Sommier, une question se pose quand même. On comprend que vous êtes opposé à l'idée d'envoyer des soldats français ou européens sur le sol ukrainien, même après la paix, parce que vous expliquez que ça empêcherait justement de négocier la paix, le fait que ces soldats viennent.
D'un autre côté, comment on fait pour garantir la paix et pour pas empêcher que Vladimir Poutine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, s'y remette? Parce qu'on peut toujours dire oui, je crois qu'il ne le fera pas, j'espère qu'il ne le fera pas. J'avais dire, peu de gens avaient prévu quand même l'invasion en 2022. Vladimir, justement, joue souvent sur son imprévisibilité. Concrètement, comment on fait pour justement maintenir la paix sans troupes sur le sol ukrainien? Écoutez, d'abord, quand vous dites vous êtes contre, je fais partie d'une immense majorité Ah non, mais c'est pas, de gens, j'observe. immense majorité aussi de leaders en Europe, puisque on le sait déjà, par exemple, Giorgia Meloni a réitéré encore la semaine dernière son opposition catégorique au fait de voir des troupes. La Croatie aussi s'est exprimée. On sent quand même que cette idée, alors là, on est à une coalition des volontaires qui se chiffre à 26 pays, dont le Canada et l'Australie, mais là, dès qu'on va dans le dur et qu'on commence à interviewer Friedrich Merz, par exemple, sur la présence de troupes allemandes, on sent que rien n'est acquis. Sur les Polonais, pareil, l'idée est de renforcer l'Ukraine. L'idée est de renforcer militairement. Alors, moi, je pense que ce qui serait intéressant d'établir, à condition que la guerre s'arrête, c'est ça la vraie question. Et là, c'est Poutine qui peut l'arrêter ou pas. En ce moment, Poutine a le vent en poupe sur le front, que ce soit à Liman ce week-end ou à Pokrovsk encore. Les troupes russes sont carrément rentrées dans ces deux villes qui risquent de tomber dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc, on est face à 2 places fortes de l'armée ukrainienne. Donc, l'armée ukrainienne toujours en difficulté et qui perd chaque jour. Je crois que c'est Donald Trump qui donnait le chiffre. Entre les Russes et les Ukrainiens, ils perdent plus de 10 000 hommes par semaine ou quelque chose comme ça. Donc c'est colossal. Et donc Donald Trump, interviewé juste là hier soir, dit c'est pour ça qu'il faut d'abord que cette guerre s'arrête. La vraie question, c'est de poser, effectivement, vous avez raison, les conditions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas à nouveau d'offensive russe. Moi, je ne crois pas fondamentalement, connaissant bien le théâtre ukrainien et m'étant rendu des 2 côtés du front, c'est-à-dire du côté de l'Ukraine de l'Ouest, à Lviv, Yavoriv, à Odessa. J'y avais été faire un reportage d'une dizaine de jours. Ce qui est intéressant, c'est que cette Ukraine-là, elle n'est pas du tout russe, elle n'est pas du tout russophone. Elle est, les monuments que vous avez dans les campagnes aux personnes tombées pour la nation ukrainienne, vous avez le drapeau bandériste, donc vous êtes dans une Ukraine qui est arc-boutée sur une autre réalité que la sphère russe et qui veut s'en détacher. À l'Est, c'est pas du tout ça. Moi, je suis allé dans le Donbass pour le coup, et dans le Donbass, on peine à trouver des traces d'un attachement à Kiev qui a existé à une certaine époque, entre 91 et 2014, on va dire. Il n'y a plus du tout de marque d'appartenance à l'Ukraine. C'est 2 territoires qui vivent totalement séparés et qui sont totalement antagonistes. Donc quand on dit, moi je veux bien les Jean-Noël Barrot, etc., ou même Emmanuel Macron parler de revenir aux frontières de 91. Revenir aux frontières de 91, ça voudrait dire que les quelques 6 millions de personnes qui habitent dans le Donbass, il faudrait les virer et qui rejoignent la Fédération de Russie. Donc si vous voulez, moi ce que je pense, c'est que je pense pas que la Russie est intéressée par l'ouest du Dniepr. Je pense que la Russie est intéressée par les territoires russophones. Alors, il y a la question de Kharkov, il y a la question d'Odessa qui ne sont pas tranchées. Pour le moment, ces 2 villes sont solidement arrimées au camp ukrainien. Il faut faire en sorte, à mon sens, que l'Ukraine perde le moins possible de territoire. Ce n'est pas le cas. Si la guerre continue, elle risque d'en perdre beaucoup plus parce que le relief va devenir à l'avantage des Russes au fur et à mesure qu'ils vont quitter le Donbass. Là, actuellement, ils mènent des offensives dans l'oblast de Dniepro, dans l'oblast de Kharkov. Liman, c'est Kharkov. Là, on est dans d'autres sphères et on sent que les Russes, progressivement, avancent. Et ils risquent, parce que l'Ukraine manque d'hommes, qu'il y ait à un moment une vraie faille dans le front et que les Russes s'y engouffrent. Et les Ukrainiens ne pourront pas, en défensive, utiliser les centaines de milliers de drones qu'ils utilisent de façon très efficace pour se défendre, mais ça ne pourra pas durer. On ne pourra pas masquer la pénurie d'hommes en utilisant systématiquement des drones. Ça ne marchera pas indéfiniment. Donc voilà. Donc la question, c'est arrêter la guerre, faire en sorte, en effet, qu'il y ait des mesures coercitives
coercitives qui permettent que l'Ukraine tienne le territoire qu'elle a, et les garanties, je pense que là, les États-Unis peuvent jouer à fond, la Chine aussi peut jouer. C'est pas dans l'intérêt du monde de continuer cette guerre, et je pense que le vrai... Alors, après, moi, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais à mon sens, Vladimir Poutine n'a pas l'intention d'attaquer l'Occident. C'est encore une chose illusoire. Mais, alors, on ne parle pas de l'Occident, encore une fois, là, on est sur, les territoires qui sont au-delà des 4 oblasts ciblés. Et la deuxième question, c'est encore une fois, mais peut-être que les États-Unis et la Chine, sans doute, peuvent-ils d'ailleurs garantir la paix, et peut-être même mieux que les Européens, mais encore une fois, concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait un porte-avions américain en mer Noire? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on sait que Donald Trump a dit ce week-end être prêt à prendre de nouvelles sanctions économiques contre la Russie? On sait que pour l'instant, les menaces de Donald Trump et ses coups d'esbrouf, on va dire, n'ont pas été suivis d'effet, et que Vladimir Poutine continue en tout cas de le mener par le bout du nez un petit peu depuis quelques mois. Concrètement, comment est-ce qu'on garantit, mais même j'ai envie de dire de manière presque pragmatique, comment est-ce qu'on garantit la paix, mettons qu'elle est signée dans les mois qui viennent et qu'on parvienne à un accord, comment on la garantit, comment on garantit le fait que même si vous pensez que Vladimir Poutine n'ira pas plus loin, que par exemple un successeur de Vladimir Poutine ou que d'autres personnes, parce que vous le savez mieux que moi, mais en tout cas des personnes on va dire plus radicales suivent aussi Vladimir Poutine, comment on fait pour garantir que les frontières ne bougeront plus après? Écoutez, je pense d'abord qu'il faut un pacte de sécurité globale. C'était le message des Russes, d'ailleurs, avant cette invasion de 2022, c'est-à-dire de terminer la période de la guerre froide et d'arriver à une reconfiguration des relations entre Européens déjà, parce que la Russie fait partie de l'Europe, qu'on le veut ou non, c'est l'Eurasie, mais on est quand même dans une sphère c'est un voisin proche, donc il est important pour nous d'avoir des relations avec lui. Sur la question de l'Ukraine, eh bien, on parlait de finlandisation, vous savez, ce terme qui avait été inventé pour l'Autriche au moment de la guerre froide, il n'a pas été inventé pour la Finlande, mais il a été inventé pour l'Autriche, la finlandisation d'un pays, c'est-à-dire sa neutralité, et c'est ce que réclamaient les Russes. Là, je crois que sur ces questions-là, les Américains aujourd'hui, version Donald Trump, on n'est plus dans les Victoria Nuland, etc. et autres néoconservateurs désireux d'abattre la Russie progressivement en avançant l'OTAN jusqu'à ses frontières et à mettant Moscou à 3000 km des canons ou en tout cas des missiles à longue portée de l'OTAN. Eh bien, cette lubie-là, il faut la terminer. Le problème, c'est que les néoconservateurs conservent quelque chose, c'est-à-dire il y a quand même encore des messages allant dans ce sens-là, qu'il faut affaiblir la Russie, qu'il faut éventuellement la segmenter, la balkaniser. Vous savez, c'est ce travail qui a été commencé en Serbie, commencé en ex-Yougoslavie et qu'on aimerait bien voir s'étendre à l'Est. Ça fait partie des obsessions des néoconservateurs et ce message est quand même relativement toujours relayé par un certain nombre de personnes qui continuent à imaginer la Russie comme l'ennemi absolu. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie coopération qui peut se faire, et Donald Trump le sait, que les sanctions, ça gêne la Russie, même si elle a reconfiguré complètement ses relations économiques, même si elle a contourné ses sanctions, et qu'elle l'a fait en conservant une croissance, en conservant une économie qui n'est pas à genoux, contrairement à ce que souhaitait un de nos anciens ministres de l'économie, justement. Donc cette Russie-là, eh bien, elle va jouer la carte, c'est-à-dire qu'en fait, la levée de sanctions peut être le moteur des négociations du côté américain. C'est pas tant, en fait, c'est-à-dire que ces sanctions gênent la Russie, et donc là, il y a un moteur économique, et on sait que les États-Unis et la Russie, aujourd'hui, sont dans une perspective de deal économique, au moins, qui les intéresse au moins de façon aussi importante que la fin de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que quand Vladimir Poutine et Donald Trump se rencontrent, quand Marco Rubio et Sergei Lavrov se rencontrent, quand Pete Hegseth et Belousov, le ministre de la Défense, ont des conversations. Ils parlent effectivement du conflit en Ukraine, mais ils parlent surtout et beaucoup
de la prospérité et des deals qu'ils vont pouvoir faire, notamment autour des hydrocarbures russes. Vous savez que j'en ai déjà parlé. Donc ce serait par la méthode Trump, donc du coup, c'est l'idée américaine. Un profit mutuel d'échange économique. Tout à fait. Que la Russie en fait cesserait d'attaquer l'Ukraine, en tout cas ne prendrait pas le risque d'attaquer plus loin et d'ailleurs arrêterait la guerre. La vraie question, c'est attaquer l'Ukraine, attaquer plus loin. Pour moi, je vous dis, l'ouest de l'Ukraine, c'est pour la Russie s'aventurer, ce serait comme en Pologne ou dans les pays baltes, c'est-à-dire s'aventurer à conquérir une terre sur laquelle vous allez devoir mener une guérilla pendant des années, face à des gens qui vous sont totalement hostiles, face à des pays comme la Pologne, où l'armée, pour le coup, c'est 6% du PIB, on a vraiment... Là, on parle de l'Ukraine, pas de la Pologne. Non, mais on parle d'un mouvement... l'ouest de l'Ukraine n'intéresse pas les Russes, c'est une évidence. Là, Odessa, par exemple, ça reste... Odessa reste une ville russophone, majoritairement. Là, oui, il y a la question, Kharkov aussi, mais la configuration des négociations, en tout cas avec les Américains, si ces négociations aboutissent, laisserait Odessa, apparemment, aux Ukrainiens comme débouché pour leur production agricole et finalement permettrait à l'Ukraine économiquement de survivre, en tout cas pour l'agriculture ukrainienne, de ne pas être transportée par voie de rail, mais en tout cas pouvoir être évacuée. Et la question de Zaporijjia, du coup Alors, la question de Zaporijjia, ça a déjà été soulevé. Poutine a dit « je veux le Donbass », ça, il y a rien de nouveau, mais donnez-moi le Donbass et je vous laisse Zaporijjia et Kherson, c'est-à-dire un tiers des 2 oblasts du Sud. Je fige le front au Sud. Ça, c'est l'état des dernières négociations. Des propositions qui ont été discutées avec les Russes, que les Ukrainiens ont eues, et les Ukrainiens ont dit non pour donner le Donbass à Poutine, pour une raison quand même assez juste aussi de la part des Ukrainiens, c'est que ça voudrait dire donner une quinzaine de villes. Aujourd'hui, la Russie contrôle 78% de l'oblast de Donetsk. 99% de celui de Lugansk, ces 2 oblasts forment le Donbass. Donc quelques 22% qui restent contiennent une quinzaine de villes qui sont des places fortes ukrainiennes, Kramatorsk, Siversk, Krasny Liman, Pokrovsk. Donc vous avez une quinzaine de villes comme ça, Sloviansk, qui constituent une sorte de rideau défensif pour l'Ukraine. Et donc, les donner aux Russes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner un front qui serait sur la délimitation administrative de l'oblast de Donetsk et donc qui ne serait pas face à des lignes de défense efficaces. Donc là, il y a un risque politique et un risque militaire pris par l'Ukraine en cédant ses places fortes aux Russes, en sachant le problème étant que les Russes, de toute façon, vont s'y attaquer. Si il n'y a pas de négociation, les Russes sont déjà, je vous dis, ils sont déjà dans Kupiansk, ça c'est à Kharkov, ils sont déjà dans Pokrovsk, ils ont attaqué Liman, ils sont en train de couper les voies d'approvisionnement progressif ou de faire des incursions pour couper le ravitaillement des places fortes ukrainiennes. Et donc, dans les mois, ou peut-être dans l'année qui viennent, ils vont s'attaquer à ces villes. Voilà. Et donc, on est dans cette situation où il faut... et moi, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse à votre question, mais en tout cas... on essaiera peut-être d'y répondre la semaine prochaine, alors, voilà. Régis Le Sommier. Et les semaines d'après, et on en reparlera encore longtemps. Oui, c'est pas fini, je pense. Merci Régis Le Sommier d'avoir été avec nous. Merci Alexandre de Galzin.